10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon vendredi. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo à l'aube du week-end. Ok, j'ai besoin de vous aujourd'hui. C'est un truc... Il y a tellement de matchs. 8 rencontres de Coupe d'Europe, 8 rencontres de Championnat d'Europe des Nations. C'est donc mes pronos pour les 8e, ouais. Et je vais faire toute la vidéo en one shot. Parce que il y a trop de matière pour faire du montage là. On est vendredi 16h43 à l'heure où je m'enregistre. Ça commence demain les 8e de finale. J'ai passé toute la journée sur les notes, l'analyse entre guillemets pour essayer d'avoir le plus d'éléments et plutôt que vous dire ouais cette équipe est meilleure donc elle passe, etc. Donc il n'y a pas de montage. Donc possible que ce soit un peu plus décousu que d'habitude. Possible que ce soit plus audible en format juste podcast. Ça peut être un petit peu fouillis. Mais j'espère que vous allez kiffer quand même. Le but c'est juste d'avoir pas mal de matière pour se pencher sur ces 8e et pour prendre du plaisir, pour anticiper un peu, faire monter la température. Il n'y a plus que 15 matchs les gars. Sur les 51 matchs de l'Euro, j'en parlais hier dans le prono de France-Belgique. Il n'y a plus que 15 matchs sur 51. On entre dans le vrai, on entre dans le dur. Et les 4 prochains jours, on a 8 matchs extraordinaires. C'est la phase d'élimination directe qui commence vraiment. Donc ouais, si ça s'entend pas, je suis très hype. Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Il y a un petit bonus surprise à la fin aussi. Je l'ai teasé un petit peu dans la vidéo d'hier. Donc vous en avez même encore un petit peu plus aujourd'hui. Ok, on commence avec Suisse-Italie, qui est demain à 18h. Donc ça arrive très vite, c'est dans à peine 24 heures. L'Italie, dure à évaluer, je trouve. Miraculeusement qualifiée un petit peu contre la Croatie avec ce but dernière minute de Calafiori. C'était beau, mais cette phase de groupe, elle n'a pas vraiment convaincu. On a vu des bonnes choses. On a vu un Calafiori, une des révélations du tournoi. C'était pas mal. Donnarumma dans les buts, il est en train de faire un top Euro. Il n'y a rien à redire sur lui. Et Barella, j'ai du mal à évaluer. Il avait fait un bon premier match. Contre l'Albanie, c'était vachement intéressant. Après, moins. Donc peut-être prometteur. Peut-être si l'Italie monte en puissance, ça se ferait avec un bon Barella. Jorginho, c'est un petit peu en dessous. Il y a surtout la question du secteur offensif qui n'est pas du tout tranché encore. On attendait un grand Euro de Scamacca. Ça aurait été sans doute le truc qui permet à l'Italie d'être meilleure. Et Chiesa même a été mis sur le banc au dernier match contre la Croatie parce que Spalletti a changé de dispositif et passé sur une défense à 3. 3-5-2, peut-être pour avoir 3 gars vraiment au milieu de terrain contre le système croate. Donc je ne sais pas si ce sera ce même système contre la Suisse. Mais disons simplement que cette Italie, championne d'Europe en titre, a perdu des repères. Ok, on le savait en pré-tournoi, c'était pas la meilleure version de l'Italie. Mais on a vu contre l'Espagne par exemple, où ils prennent 1-0, mais surtout 20 tirs à 4, totalement surclassés. Que ouais, ils sont pas dans la cour des prétendants, des favoris, ils sont loin de l'Espagne. On a vu le chemin qui les séparait pour aller reconquérir leur titre. Donc ouais, c'est un petit peu ce que je dirais sur l'Italie. Et il y a un problème supplémentaire avant ce 8e de finale contre la Suisse, c'est que Calafiori est suspendu. Peut-être le meilleur joueur italien de cette phase de groupe. Accumulation de cartons jaunes, suspendu pour ce match. Ça pourrait être, si c'est encore une défense à 2, ça pourrait être Bastoni-Mancini. Si c'est une défense à 3 comme contre la Croatie, peut-être un Darmian. Buongiorno aussi, peut-être peut remplacer Calafiori et devenir la deuxième révélation en défense centrale de l'Italie. Mais ouais, il y a une question là, il y a une question sur les offensifs. Est-ce que c'est encore un système à 2 pointes? Est-ce que tu peux faire 4-3-3 avec Chiesa qui retrouve sa position et Zaccagni à gauche? Je ne sais pas exactement à quoi va ressembler cette Italie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un vrai gros morceau en face. La Suisse, c'est une des nations en forme et en grande confiance de cet Euro. Ils ont super bien joué. J'ai dit, ils sortent d'un nul contre l'Allemagne, où ils étaient à quelques minutes. Ce coup de casque là de Niklas Füllkrug de l'emporter, chipper la première place du groupe au pays hôte, ça aurait été un sacré truc. Et ouais, pas de victoire au final contre l'Allemagne, mais ils terminent quand même cette phase de groupe invaincue. Je pense que j'ai les données ici, voilà, tout en haut. Ce groupe A, ils finissent avec 5 points. 0 match perdu, une des rares équipes du tournoi dans ce cas. Donc la Suisse fait vraiment un très bon début d'Euro. Et ils ont forgé pas mal de convictions. Quand on regarde ce système, le 3-4-2-1 de Murat Yakin, il n'a pas bougé. Ces 8 hommes là, ça n'a pas bougé. Seulement le secteur offensif, où voilà, là j'ai mis plusieurs options.
Pas tout le monde va jouer, mais parce que ça a un petit peu bougé. Widmer est suspendu, ça c'est un truc, à moins qu'il soit remplacé par Sterju, mais Widmer suspendu pour ce match contre l'Italie. Mais sinon, ouais, un Ebisher dans ce rôle hybride, ça a très très bien marché. Freuler Xhaka, ça marche super bien. Akanji est top, avec Cher comme on l'avait prévu. Ricardo Rodriguez, super paire avec Ebisher sur le côté gauche. Yann Zomer, il y a eu une petite. C'est peut-être pas le tout meilleur tournoi de Yann Zomer, mais quand même, avec un Xhaka, Akanji, Zomer, t'as une base solide. Donc ouais, bonne Suisse avec ce 3-4-2-1 qui est une vraie conviction. Et contrairement à la phase de qualif, où je crois que j'ai les chiffres ici, la phase de qualif, ils avaient terminé, désolé c'est en tout petit, mais ils avaient terminé avec 71,7% de possession. C'était le deuxième total le plus élevé de toute la zone euro, juste derrière l'Espagne. Ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule à l'euro et ils acceptent de céder le ballon et de jouer un style beaucoup plus direct. Ils sont passés de 71,7 donc en qualif à, ils sont ici 45,7 sur la phase de groupe. Alors c'est un peu trompeur parce que c'est surtout le match contre l'Allemagne où ils finissent à genre 33%, contre l'Écosse et contre la Hongrie, ils ont eu quand même un peu plus de ballons que leur adversaire, mais pas beaucoup, genre 52, 53%, un truc comme ça. Je vois une Suisse qui effectivement est beaucoup plus à l'aise avec le fait de laisser le ballon et de procéder en contre avec par exemple un Dan Endoy qui était mon joueur à suivre de la Nati et qui s'est vraiment révélé, qui fait un super début de tournoi. Brelembolo aussi les moments où on l'a vu, Kwadwo Dua même sur le premier match. Voilà, Shaqiri rentre parfois en tant que joker, mais je crois pas que c'était le cas contre l'Allemagne. Il a marqué bien sûr ce but sensationnel, deuxième match contre l'Écosse, magnifique, ce que Jordan est capable de faire. Mais voilà, c'est une Suisse qui joue un football un petit peu différent et ça lui réussit vraiment bien, avec de très belles séquences de jeu. Je peux pas vous la montrer, mais j'en ai parlé à l'envie contre l'Écosse, là, où ils se sortent de leur moitié de terrain et en une touche vont aller chercher la surface adverse si ça va au bout, avec Dan Endoy qui a l'occasion au bout. Pour moi, ça aurait été un des buts de l'Euro, peut-être le but de l'Euro. Ouais, j'aime bien cette Suisse, et elle est peut-être jamais arrivée sur une phase d'élimination directe avec autant de confiance. C'est historiquement la Suisse, voilà, ça s'arrête au premier match des tours à élimination directe. Maintenant, ils ont montré au dernier Euro que c'est quelque chose qui leur fait plus peur. Et non seulement ils battent la France, mais ils avaient emmené l'Espagne au tir au but aussi en quart de finale. Ils sont capables de le faire. Maintenant, voilà, c'est l'Italie. Quand on regarde les cotes, l'Italie est quand même favorite. Elle est ici à 2,45, la Suisse à 3,40. Match nul à 2,95. Quand on dit c'est l'Italie, c'est que même si l'Italie ça joue pas très bien, même si la Suisse, sur la tendance récente, la forme, c'est intéressant, il y a ce truc avec l'Italie, c'est que c'est peut-être moins l'histoire et le poids du maillot que juste... parce que l'histoire quand même, il reste sur 11 matchs d'affilée sans défaite contre la Suisse par exemple, mais c'est plutôt leur capacité à élever le niveau quand il faut, ou tout simplement passer, gagner, même sans être bon. C'est l'Italie. Donc ils peuvent se qualifier, peu importe les moyens, peu importe la manière. Je sais pas. Pour démarrer, c'est pas facile comme prono. Je dirais que la Suisse a quand même pas mal de convictions et a les armes pour faire mal à l'Italie, qui en plus a pas Calafiori. C'est une grosse perte sur ce match. Ça va être la première surprise de la vidéo, mais je vois la Suisse le faire. Je pars sur eux à 3,40. Et ce serait une vraie surprise, ce serait un vrai exploit pour la Suisse de 3 ans après avoir sorti les champions du monde en titre, on s'en souvient bien, sortir les champions d'Europe en titre, encore une fois, en 8ème de finale de l'Euro. Donc je vois un match tendu, pas forcément un grand match de foot, et je vais dire buteur, je vais dire 1-0 pour la Suisse. Où est-ce qu'il est? Ici à 6,75. Et comme buteur, pas Noah Okafor, qui ça se trouve va même pas jouer, on verra. Pas Shaqiri, pas Brelembolo, pas Vargas, pas Endoy, pas tout cela, Granit Xhaka. Granit Xhaka à 5, comme sur cette frappe extérieure de la surface où il avait failli tromper Neuer sur le dernier match. C'est ça que je vais dire. Donc, c'est mon premier prono. La Suisse qui le fait, ce serait quand même une folie. Ouais, sur la qualif, on voit que l'Italie est quand même favorite. Elle est là à 1,70, la Suisse à 2,20. Comme vous le savez les amis, si ces codes vous intéressent, elles sont disponibles sur Winamax. Vous avez accès à leur offre de bienvenue, l'offre spéciale Winamax Willou, avec le lien en description. Cette offre double votre premier dépôt, vous faites le premier dépôt à l'inscription, il est automatiquement doublé en pari gratuit et vous avez aussi 10 € en cash offert. Voilà, c'est accessible avec le lien qui me rémunère aussi à chaque fois que quelqu'un l'utilise, ça m'aide beaucoup. Mais les jeux d'argent, interdits aux mineurs, strictement réservés aux majeurs. Faites attention, là on part sur une surprise en plus premier match, mais évidemment c'est du foot, très difficile à prévoir.
Faites-le plutôt dans une optique de divertissement avec des petites sommes. Ok, voilà pour cette Italie-Suisse. Alors, demain, on a aussi à 21h dans la foulée, c'est un bel enchaînement, je trouve. 2 très gros matchs pour commencer. Allemagne-Danemark. Alors, l'Allemagne, on l'a ici. Ouais, cette Allemagne, elle est à la maison. Elle est invaincue. C'est la meilleure attaque de l'Euro. Ça fait pas mal de bons arguments. Et sur certaines séquences de jeu, oui, elle a été très séduisante, c'est clair. Elle a un petit problème quand même sur ce match, c'est que Jonathan Tah est suspendu. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, Rudiger devait rater ce match, était annoncé forfait. Alors, j'ai vu l'info, elle est tombée là juste avant que je m'enregistre. Non, apparemment, c'est bon, il est disponible. Et il s'est entraîné avec le collectif, il devrait être prêt. Malgré, j'ai vu aussi qu'il y avait eu une invasion de moustiques dans le camp allemand, dans leur camp de prépa. Mais apparemment, Rudiger est là. Pas de crise moustiquaire, et donc il devrait être aligné finalement. Dans quel état de forme exactement? Bon, à voir, mais s'il est là, franchement c'est pas mal, parce que Waldemar Anton, pour le remplacer, qui avait joué, qui avait été titulaire une seule fois de sa vie à 27 ans avec l'Allemagne, pas ouf. Alors que pour remplacer Tah, Schlotterbeck, franchement je trouve ça, tu perds pas trop en qualité. Schlotterbeck-Rudiger, ça fait encore une très très belle charnière. Sans lui ça aurait été plus compliqué, mais là, je pense qu'ils sont pas trop mal. Bon, en face, le Danemark. Le Danemark, c'est pas évident. Je pense qu'on a aussi les cotes ici. Le Danemark est à 6 quand même sur ce match. L'Allemagne 1,62. Le fait d'être à la maison, ça joue beaucoup. Le Danemark n'a pas été impressionnant en phase de groupe. Aucune victoire. Bon, aucune défaite non plus. 3 matchs nuls. Contre l'Angleterre, c'était pas mal. Contre Slovénie et Serbie, c'était assez décevant. Même le dernier match contre la Serbie, honnêtement, où ils doivent prendre le point du match nul pour passer. Sur la fin de match, ils tremblent un petit peu. Donc c'est pas un très très grand Danemark, et ils sont aussi sans leur peut-être meilleur joueur de cette phase de groupe, Morten Hjulmand, qui est suspendu. Le mec avait marqué le but extraordinaire contre l'Angleterre. Donc ouais, perso l'Allemagne m'a pas encore vraiment convaincu. Je dirais que je la trouve assez loin du niveau d'un vainqueur. Mais c'est le cas de beaucoup d'équipes, finalement, à part l'Espagne, qui est-ce que tu mets dans cette catégorie pour l'instant? Et la phase finale, c'est le moment pour se révéler devant le public, à Dortmund ce match, donc on l'a pas dit, mais à Dortmund, face à un Danemark qui n'est pas hyper impressionnant non plus, c'est pas le Danemark des grandes années. Je pense que l'Allemagne peut se faire un petit peu peur dans ce match, mais franchement, là je les vois quand même le faire. Côté à 1,62, c'est l'avis de la plupart des gens, 92% des gens voient aussi l'Allemagne se qualifier. Ça c'est en 90 minutes, 1,62, mais même tout court, 1,27. Si le Danemark se qualifie, ils sont cotés quasiment à 4, 3,85, ça inclut prolongation, tir au but, pour dire à quel point c'est improbable. Ouais, je vais dire qu'il l'emporte 2-0. C'est ici, côté à 6. Alors il y a eu un petit développement de dernière minute, c'est que apparemment Füllkrug pourrait être titulaire, et pas forcément même à la place de Kai Havertz. Ça pourrait être à la place de Florian Wirtz. Donc une Allemagne qui changerait d'idée, c'est une dernière information qui est tombée là. Je sais pas, pour moi ça montre que cette Allemagne n'est pas encore parfaitement rodée. Elle n'a pas encore vraiment trouvé son idée. Mais quand même, c'est l'Allemagne. Pour moi, ça reste quand même la deuxième meilleure équipe du tournoi. Elle a un Toni Kroos qui est à un très très haut niveau. Elle a des idées quand même sur certaines phases de jeu. J'ai sorti une stat par exemple, j'ai trouvé sur le nombre de passes progressives réussies pour l'instant à l'Euro. Regardez ce chiffre. Toni Kroos est premier avec 57, le deuxième est à 27. Ensuite 26, 25, 25, 24, 22, 22, etc. Toni Kroos 57. Ça peut être le dernier match de sa carrière contre le Danemark. Ça, il ne faut pas y penser trop. Il ne faut pas trop y penser, mais bien sûr, là on rentre dans la phase où chaque rencontre peut être la dernière fois que Toni Kroos met ses pieds et ses chaussures magiques sur un terrain de football. Donc voilà, c'est un enjeu supplémentaire. Et on va voir comment l'Allemagne s'aligne. J'attends quelque chose de supplémentaire. Sur la phase de groupe, même contre l'Écosse, ok, ça a été pas mal, mais perso, j'avais un petit peu de réserve, plus je pense que la majorité, parce que l'Écosse, je trouvais ça tellement faible. Là, une grosse perf contre le Danemark pourrait quand même lancer un truc vachement positif. Donc c'est l'enjeu supplémentaire pour ce match allemand, et peut-être même avec un nouveau système, avec un Füllkrug qui est dévastateur en sortie de banc. Est-ce qu'il peut être aussi un titulaire efficace? On verra ça. Demain, 21h, ça arrive très vite. Ok, ouais, troisième match. Angleterre-Slovaquie. Intéressant. L'Angleterre a plus le choix. Là, il faut lancer son tournoi. Là, on attend quelque chose de fort. Après 3
mauvais match, vraiment match catastrophique quasiment, contre Serbie, contre Slovénie, contre Danemark, et bah ces rencontres, ouais, elles ont fourni 5 points, c'est suffisant pour se qualifier, et c'est suffisant pour se qualifier à la première place du groupe, ça c'est vrai. Mais Southgate est pas plus proche d'avoir trouvé son 11. Et alors, les gars, moi je lis pas mal The Athletic, donc je vous ai montré l'article sur Rudiger là. Et ils ont demandé à leur auteur de faire leur 11 idéal pour ce huitième de finale contre la Slovaquie. Et je vois que Southgate est en train de faire perdre la tête à tout le monde. Ils sont en train de devenir fous en Angleterre. Ils se torturent. Il y a des articles comme ça qui sortent. Pourquoi l'Angleterre devrait passer sur un 3-4-3 avec Saka comme piston gauche. Je vois des systèmes effectivement avec Saka piston gauche, Trent Alexander-Arnold piston droit, Watkins à la place de Kane en pointe. J'ai vu des gars qui font sortir Bellingham de leur 11. Je crois que c'est un petit peu plus haut ici. Avec Foden donc en 10, Palmer à droite, Gordon à gauche, Saka latéral gauche. Je sais pas, je me moque pas tant que ça. Ça se trouve, il y a un de ces systèmes qui est le bon. Mais c'est juste pour dire à quel point ils sont en train de perdre totalement les pédales. Ils deviennent fous devant leur équipe. Ils sont dingues et c'est assez drôle à regarder. Shaw pourrait revenir. Ça pourrait changer pas mal de choses. Apparemment, il s'est entraîné avec le groupe et il a dit, je crois, dans une interview que lui était apte. Peut-être que c'est trop tôt pour le mettre tout de suite en tant que titulaire, mais peut-être à un moment, ça pourrait quand même débloquer pas mal de choses pour cette Angleterre, je pense. Donc ouais. À voir, parce que Trippier latéral gauche, les problèmes qu'il y a dans le couloir gauche, ce sera pas 100% résolu avec Shaw, parce que c'est aussi une question de comment dézone Foden par exemple quand il est positionné là. Mais peut-être que ça peut commencer à solutionner le problème. Bref, il y a ce truc donc avec l'Angleterre. La Slovaquie, je vais dire, c'est l'inverse. La Slovaquie, eux, ils ont joué 3 matchs sur cette phase de groupe. 3 fois avec le même système, bien sûr, parce que depuis que Calzona est là, ils ont joué que avec le 4-3-3 barcelonais ou napolitain, comme on veut le voir. Sur les 3 matchs, 3 fois exactement le même 11, à part le dernier où ils ont juste sorti Bozenic. Ils ont juste changé Bozenic, leur attaquant. Et sinon, le même 11, où je trouve que beaucoup ont donné satisfaction. Le milieu de terrain, Lobotka, Duda, Kuška, c'est très costaud. Arachlin et Schranz, 2 buts déjà sur 7 euros, c'est très très intéressant sur les ailes. Davydenko, c'est top. Même Dubravka fait pas un mauvais tournoi. Là où c'est un petit peu plus léger, je pense, c'est la défense centrale. Skriniar, Vavro, j'ai vu des moments où c'était un petit peu en danger. Mais ouais, cette Slovaquie, je la kiffe. Hein. Pour moi, c'est une de mes sélections préférées, sur les petits poussets, je veux dire. Slovaquie et Géorgie, pour moi, m'ont séduit. C'est à chaque fois, tu perds pas ton temps, je trouve, en les regardant. Ça pratique un vrai foot. Ils sont à l'aise avec le ballon. Techniquement, c'est propre. Ils connaissent leur système. J'aime beaucoup cette Slovaquie. Donc, c'est un peu l'inverse de l'Angleterre. Il n'y a pas beaucoup d'individus top level. Lobotka, Anko quand même. Mais par contre, collectivement, ils sont supérieurs à la somme des parties, mais largement, largement. Donc, ça peut être un match très intéressant. Est-ce que c'est suffisant pour gêner l'Angleterre ? Contre la Belgique, par exemple, ce match-là, leur seule victoire, ils avaient concédé quand même beaucoup d'occasions. 16 tirs à 10, la Belgique avait énormément gâché, et pour moi, ils auraient dû gagner ce match. Donc c'est leur seule victoire de cette phase de groupe, elle est peut-être un peu en trompe-l'œil. Pour l'Angleterre, je pense qu'ils sont peut-être pas si loin que ça de trouver la bonne formule. Je suis pas certain que ce soit forcément celle-ci, mais ils en sont peut-être pas si éloignés que ça. L'entrée de Palmer, par exemple, l'autre jour, était bonne. Kobe Mainoo aussi, et je pense qu'il sera reconduit titulaire aux côtés de Rice. Donc, attention à pas sous-estimer la Slovaquie, parce que ça joue bien au foot. Mais comme j'ai dit, Skriniar Vavro, j'ai vu des moments où c'était léger, et après, les gars, si l'Angleterre le fait pas là, c'est le choc de l'Euro. C'est le choc de l'Euro. L'Angleterre qui était favorite numéro 1 des bookmakers, si elle tombe là contre la Slovaquie, c'est le choc de l'Euro. Donc, ouais, je les vois quand même le faire. Ce serait tellement un scandale qu'ils ne le fassent pas. Je les vois l'emporter, c'est à 1,43 en 90 minutes, oui. Même la qualif de la Slovaquie, tout court, 4,60, ça dit bien ce que ça dit. Et je pense même qu'ils le font avec la manière. Ils peuvent s'offrir début de match, mais à la fin, je pense qu'ils le font. J'hésite entre 2-0 et 3-0, et je dirais même 3-0 parce que c'est aussi une rencontre différente sur sa physionomie qu'un match de groupe.
Là, la Slovaquie ne peut pas faire de possession défensive. Si elle prend le premier but, à un moment, il va falloir ouvrir le jeu, se livrer. Et je pense aussi que cette fin de phase de groupe qui était très terne, parce que pour beaucoup, le match nul suffisait pour se qualifier. C'est ça quand même fondamentalement l'explication. Tellement de 0-0, parce que pour beaucoup, ça arrangeait les deux. Là, c'est do or die. Et pour la Slovaquie, malheureusement, je pense que c'est die. Et l'Angleterre peut-être peut commencer à monter en puissance. Il faut qu'ils trouvent un petit peu de rythme. Un 3-0 commencerait à mettre de l'huile dans le moteur. Et c'est ce que je dirais sur cette rencontre. Parce que juste un moment, il faut que les Anglais le fassent. Ok, j'ai menti. J'ai dit qu'Angleterre-Slovaquie, si la Slovaquie le fait, c'est le choc. Non, la réalité, c'est que le vrai choc, ce sera une qualification de la Géorgie contre l'Espagne. Pas parce que la Géorgie est pas extraordinaire, fabuleuse. Je vous ai posé la question d'ailleurs sur Twitter l'autre jour. Faites-moi le top 3 de ces huitièmes de finale que vous attendez le plus dans l'ordre. Et vous avez été très très nombreux à mettre Espagne-Géorgie. Et je suis d'accord, la Géorgie, quel kiff leur match. Ils nous ont offert plusieurs des très belles rencontres de cette phase de groupe. Contre la Turquie, à Dortmund, là, c'est peut-être le meilleur match de l'Euro pour l'instant. Même contre le Portugal, leur victoire héroïque pour se qualifier, trop beau. Donc ouais, un petit pousset, vraiment kiffant. On connaissait Kfara, Mikotadze et bien sûr Mamardashvili, qui était mon joueur à suivre de la Géorgie. On ne pensait pas forcément que Mikotadze allait être le meilleur buteur de la phase de groupe et que Mamardashvili allait faire, j'ai les chiffres là, 21 arrêts. 21 arrêts, il est monstrueux, monumental. Le deuxième gardien avec le plus, c'est Strakosha, 13. Enfin, Mamardashvili, c'est incroyable le tournoi qu'il est en train de faire. Donc, ça, on ne pensait pas que ce serait à ce niveau-là non plus. Et je ne pensais pas non plus qu'un Georgi Kochorashvili serait aussi bon. La réalité, c'est que je ne le connaissais pas vraiment. On a sans doute parlé un petit peu dans l'épisode de retour, mais on avait plus parlé d'un Chakvetadze, par exemple. Et Kochorashvili, vraiment très très kiffant. Donc la Géorgie, ouais, c'est super. Pour leur premier grand tournoi, ils se qualifient, respect, magnifique. Les hommes de Sagnol jouent un super foot, tout ça c'est vrai. Maintenant, en face, il y a un problème, c'est que c'est l'Espagne. Et l'Espagne, mon favori depuis le début du tournoi, la seule équipe de l'Euro à avoir fait le 3/3. La seule équipe de l'Euro à ne pas avoir encaissé de but pour l'instant. C'est juste au-dessus. Tout le monde est d'accord maintenant, c'est la meilleure équipe de la compétition. Alors ça veut pas dire qu'ils vont la gagner. Ça veut pas dire qu'ils vont la gagner parce que phase à élimination directe, absolument tout peut se passer. Mais ils sont devenus les favoris, je pense, sur le niveau de jeu qu'ils ont pratiqué. Leur match contre l'Italie, c'était juste une folie. À ce stade donc, c'est la raison pour laquelle je dis, s'ils perdaient contre la Géorgie, une Géorgie qu'ils ont rencontrée en qualif, et ils avaient gagné 7-1 et 3-1, ça ce serait le vrai choc. Et ça se voit dans les cotes d'ailleurs. Il n'y a aucune nation qui est plus fortement cotée que la Géorgie, qui est à 14,50 pour la victoire. La qualif, elle est là, 7,75. Voilà. Si l'Espagne ne le fait pas là, c'est un truc de fou. Et c'est vrai aussi que même si cette Géorgie est très kiffante, elle a aussi de la réussite. Elle a de la chance d'avoir un gars qui s'appelle Mamardashvili dans ses buts. Mais regardez, ça c'est le nombre de XG encaissés. Désolé. Ok, vous voyez, contre la Géorgie. Les équipes qui ont affronté la Géorgie ont produit 8 XG. Donc c'est les XG pris par la Géorgie. La deuxième équipe, c'est le plus fort total de l'Euro, premier sur 24. La deuxième équipe avec le plus fort total, c'est la Pologne, éliminée à 5,9. Ensuite, c'est l'Albanie à 5,7. 5,9, 5,7. Géorgie, 8. Ils ont concédé tellement d'occasions. Défensivement, c'est faible. Aussi parce qu'ils ouvrent beaucoup le jeu. C'est tout à leur honneur, à mettre à leur crédit. Mais ouais. Pour moi, c'est un petit miracle que sur ces 8 XG, ils aient pris que 4 buts. Et comme on a dit, ils se sont fait ouvrir quand ils ont rencontré l'Espagne il n'y a pas longtemps. Donc tous les jours, je vois l'Espagne passer. Et il peut y avoir un festival d'arrêt de Mamardashvili. Ça n'empêchera pas qu'une Géorgie qui prend à peu près 37% du ballon sur ces matchs, bon bah là, ils vont prendre un attaque-défense pendant absolument toute la rencontre. Et ce serait beau que la Géorgie le fasse. S'ils le font, enfin, c'est juste magique. Mais pour moi, l'Espagne l'emporte. Et je vais dire, c'est peut-être le match sur lequel j'ai le moins de doutes. Et pourtant, cette Géorgie a été hyper kiffante. Mikotadze, buteur, le meilleur buteur de l'Euro pour l'instant, il est à 6,25. Juste pour dire. Kfara est à 7,75. L'Espagne, qui s'est permis en plus de faire tourner au troisième match, qui a reposé tous ses gars, arrive en super forme. Et alors, qui marque, je sais pas. Mais mon score, ça va être
ça va être un petit peu comme le match retour qui devait être du côté de Tbilissi. C'est 3-1. Je sais pas si j'ai... Bon, j'ai pas le prono ici. Ah là. Score exact, je vais dire 3-1 pour l'Espagne. Côté à 10. Peut-être ils encaissent leur premier but du tournoi. Parce que ouais, c'est vrai que la Géorgie en transition, ça fait mal. Ils ont les armes pour. Kfara Mikotadze, c'est top. Kochorashvili, Chakvetadze. Mais si l'Espagne le fait pas là, c'est totalement dingue. Donc ouais, c'est la raison pour laquelle je vois quand même l'Espagne le faire. France-Belgique, ouais, je pense que c'est tout ce qu'on a dit là-dessus. France-Belgique, droite de ce lundi 18h. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, quasiment 30 minutes. On a été, je pense, relativement exhaustif. Un match hyper intéressant, bien sûr, mais je vais pas me répéter, donc je vous invite à aller checker la vidéo. Je vous la mettrai en description. Il reste du temps pour la regarder. Donc le seul truc que je vais ajouter, c'est qu'en regardant les statistiques détaillées de la phase de groupe, je suis tombé sur 2-3 trucs. Action menant à un tir, juste pour parler un petit peu du tournoi de Kevin De Bruyne, qui je trouve est peut-être pas évalué à sa juste valeur. Personne n'en a complété plus que KDB, il est là à 25. Le deuxième c'est Kroos à 20. On a aussi passe en profondeur, pour parler de ce circuit De Bruyne-Lukaku, De Bruyne-Doku, quelque chose que j'ai beaucoup mentionné dans la vidéo hier. Passe en profondeur, c'est quand même il y a des critères assez stricts qui sont appliqués à ça. Je pense qu'il faut que ce soit des passes en profondeur vraiment de dernier tiers, tranchantes. Et De Bruyne, c'est pas juste triangle sur la manette. Hein. Et De Bruyne, il en a 6. Le deuxième, c'est Scamacca à 3. Et après, sinon, tout le monde reste du tournoi est à 2. Donc De Bruyne est en train de faire un tournoi. Et il met vraiment sa patte sur le jeu belge. Et j'ai aussi, je pense, je l'ai ajouté là, dans mes stats, chevauché dans la surface de réparation pour parler un petit peu de l'influence de Doku. Peut-être rehausser un peu le tournoi d'Ousmane Dembélé, qui a beaucoup de déchets évidemment. Pas encore de but, mais de la provocation, oui, il est à 10, c'est le deuxième. Mais Dembélé est deuxième à 10, Moussiala troisième à 9, Bappé à 9, Ndoye à 8, Leao à 7, Doku est là à 19. Il explose absolument tout le monde. Il y a quelques vrais outliers dans cette compétition. Mamardashvili, Doku, Kroos, comme on en a parlé, certaines stats qui sont explosées par certains gars. On voit peu l'Espagne parce qu'ils ont reposé tous leurs 11 troisième journée, peut-être que ce serait un petit peu différent. Mais ouais, tout ça pour dire De Bruyne, attention, Doku, attention. Et si Lukaku trouve un petit peu ses finishing boots, comme ils disent en anglais, s'il devient un petit peu plus tueur, faut pas que ça tombe sur notre match. Attention, mon prono complet est dans la vidéo d'hier. Je vous invite à aller la checker. Il nous reste donc 3 matchs. Ça va, on se débrouille pas trop mal pour l'instant. Portugal-Slovénie. Alors, première chose à dire sur cette rencontre, match historique. Premier match à élimination directe de l'histoire de la Slovénie. Contre un Portugal que la Slovénie a battu. Il n'y a pas longtemps, là, c'était en mars dernier, sur un des derniers matchs amicaux de pré-tournoi, 2-0 en Slovénie. C'était, il me semble, la première défaite de l'ère Roberto Martinez. Parce qu'ils avaient fait le 10/10 en phase de qualif. Après, depuis, ils ont perdu contre la Géorgie l'autre jour en ayant pas mal fait tourner. Je trouve que ce Portugal n'est pas facile à évaluer. Parce que, un petit peu dans un cas de sous-performance collective par rapport à leur potentiel, mais pas de manière aussi marquée que la France ou l'Angleterre. En même temps, tu les mettrais pas non plus dans la catégorie Espagne, et je mettrais aussi un rang en dessous de la catégorie Allemagne. Pour moi, il y a des vrais tiers, des catégories, avec Espagne tout seul dans son monde, Allemagne un peu toute seule dans son monde aussi, Portugal en 3, et cette troisième place pourrait être challengée par une Autriche, par exemple. Donc, pas facile à évaluer ce Portugal. Je pense quand même qu'ils ont la matière pour. Je pense que dire d'eux que c'est la troisième meilleure équipe de l'Euro, c'est pas abusé. Faut voir quel 11 est choisi par Roberto Martinez cette fois. Je pense que Bruno Fernandes peut faire encore un meilleur tournoi. Je pense que Vitinha a quand même montré des choses intéressantes. Palhinha, est-ce qu'il sera reconduit? Il avait été sorti l'autre jour. Et Ronaldo a toujours pas de but sur 7 euros. Donc ça, on imagine que c'est un truc qu'il va vouloir réparer, même si en tant que joueur de plus généreux, de création, de distribution, il a montré des choses vachement intéressantes. Et je pense moins à sa passe décisive qu'il est obligé de faire sur le deuxième match, mais plus sur le premier, sa talonnade là pour Vitinha qui était top. Et quelques autres gestes aussi. Sur le deuxième, une déviation pour Bernardo en pleine surface. Ouais, Ronaldo a montré 2-3 trucs intéressants, mais toujours pas de but. C'est un gros enjeu de ce match. Il va faire face à un autre attaquant qui est un des joueurs à suivre pour moi, Benjamin Šeško. Bon, là, il faut qu'il plante.
C'est la dernière chance. Il faut marquer. Il a été flashé, j'ai vu l'autre jour, à 35,9 km/h. C'est le joueur le plus rapide de cette phase de groupe. Mais aussi, il a beaucoup participé au jeu. Et cette Slovénie a été kiffante. Hein. Franchement, cette Slovénie a montré beaucoup de belles choses. Slovénie 2, Timi Makselchnik. Jaka Biol, qui fait un top tournoi. Bon, je parle pas encore de la surprise, mais elle arrive. Le latéral gauche, Yania, est suspendu. Donc peut-être que ça, c'est un petit problème. Mais dans l'ensemble, j'ai du mal à voir une surprise ici. Encore une fois, si la Slovénie le fait, c'est quoi leur cote? Ça doit être assez élevé aussi. Ils sont à 8,50 pour la victoire en 90 minutes. La qualif 4,70. Je pense que le Portugal le fait. Je vois une victoire des Portugais et mon score, peut-être juste un petit 2-0. Simple, net, sans bavure. Et ça, ce serait donc l'adversaire qu'on rencontre si on bat la Belgique. Ou pour les Diables Rouges s'ils nous sortent. Donc c'est un match qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt dans la foulée d'une autre, lundi, 21h. Il en reste 2. Roumanie-Pays-Bas, je trouve très difficile à juger. Donc mardi 18h, c'est à Munich. Perso, les Pays-Bas, je sais pas quoi en penser les gars, c'est... Le premier match contre la Pologne, je trouve qu'on est très dur et sévère avec eux, alors que normalement ils ont largement les occasions. Leur première demi-heure, je trouvais très bonne dans l'utilisation du ballon. Mais j'ai pas vu leur match contre l'Autriche, la défaite. J'ai vu le résumé, j'ai vu qu'ils ont concédé pas mal d'occasions, qui sont créées aussi. Mais j'ai pas pu le voir parce que c'était en même temps que France-Pologne, j'étais très concentré sur France-Pologne. Donc, dur à évaluer. Je pense qu'un truc qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas non plus trouvé leur 11 encore. Et j'ai vu par exemple que contre l'Autriche, Ferman, sorti à la demi-heure, qui se retrouve sur le banc à chialer. C'est dur. C'est dur pour lui. C'est aussi dur pour des Pays-Bas. J'imagine qu'il faisait un match catastrophique. C'est aussi dur pour des Pays-Bas parce qu'au milieu de terrain, sans Frenkie de Jong, sans Coupe Miners, et maintenant ça parle d'une fin de tournoi pour Ferman en mode bon, c'est pas officiel, mais genre les pundits néerlandais disent voilà, mentalement il est fini, il est mort. Koeman l'a totalement perdu, et puis même lui, c'est plus une option pour Koeman. Donc, qui est-ce que tu mets vraiment dans cet entrejeu? Comment est-ce que c'est genre Schouten, Reinders et Simons dans un rôle plus avancé, avec peut-être Frimpong aussi, mais Frimpong n'est pas entré dans le dernier match, et Wijnaldum c'est pas top, et pourtant il est adoré par Koeman. Donc ouais, je pense que ces Pays-Bas, il y a beaucoup de potentiel, mais ça fait partie de ces sélections qui sont très mal coachées, et on va pas réussir à exploiter ce potentiel. Pourtant j'aimerais bien qu'ils aillent un peu plus loin, bien sûr, ça fait toujours de l'ambiance dans la rue, dans le quartier. Et la Roumanie peut les gêner. La Roumanie peut vraiment les gêner. Le truc avec la Roumanie, c'est qu'on surestime peut-être leur qualité par rapport à ce premier match. Ouais, ils explosent l'Ukraine 3-0, magnifique. Bon, ils marquent quand même 3 buts sur 9 tirs, et derrière, contre la Belgique, ils ont été nettement battus. Et contre la Slovaquie, dernière journée, ça fait 1 partout. La Slovaquie était pas mal, peut-être un poil au-dessus, peut-être à part la fin de match. Cette Roumanie peut les gêner. Denisman, c'est top. Stanciu, au top. Marius Marin, au top. Mais même contre l'Ukraine, 2 grosses erreurs de Lunin qui les avaient bien aidés. Donc là aussi, les codes le reflètent, la Roumanie est à 7,25, les Pays-Bas 1,45. La Roumanie, ça fait partie des équipes qui lâchent le plus le ballon à l'adversaire, qui concèdent le plus de possession. Contre l'Ukraine, même s'il y a du score effect, le fait d'avoir mené aussi vite, ils sont à genre 35% de possession sur le match. Donc je vois un petit peu à quoi va ressembler cette rencontre. Et par exemple, des Pays-Bas qui avaient énormément de ballons contre la Pologne, je trouvais que c'est là qu'ils avaient fait un très bon match. Donc, enfin très bon. Sur la première mi-temps, ils avaient largement... Après, ils avaient faibli un peu après avoir marqué le premier, après avoir égalisé. Mais par contre, sur la première, même quand ils prennent le premier, je trouve qu'ils font 45 minutes nettement au-dessus de la Pologne. Donc je pense que je suis aussi... Désolé, il n'y a pas beaucoup de surprises dans cette vidéo, mais je pense que je suis obligé de les voir là. Si la Roumanie le fait, c'est un big deal. Et en vrai, je comprends que quelqu'un mette Roumanie. S'il y a un petit truc à tenter, j'imagine que pas mal vont partir là-dessus. Mais... j'ai pas trop envie de surcoter non plus cette victoire roumaine contre l'Ukraine. Vous comprenez, c'est un peu mon truc. Je pense qu'ils sont capables, et je pense qu'ils sont pas dans une mauvaise position. Mais quand même, ça me semble a leap, comme on dit. C'est vraiment, il y a un écart entre dire ça et les voir aussi se qualifier quand même contre des Pays-Bas qui, bon, à toutes les lignes, ont plus de talent individuel, même d'assez loin. Mais c'est possible, c'est possible. Je vais dire une courte victoire des Pays-Bas. 5-20, enfin 1-0, côté à 5-20, pas très convaincante.
Et buteur, peut-être c'est encore le truc de Wout Weghorst qui sort en sortie de banc. Est-ce qu'on l'a un petit peu plus haut? Ouais, genre 70e minute, un but de Weghorst pour à la fin concrétiser quand même ce qui a été une domination sur la plupart du match. Mais ouais, buteur à 2,95. Voilà pour ce Pays-Bas-Roumanie. Et enfin, on finit avec Autriche-Turquie. Alors ça, c'est pour boucler les huitièmes de finale. Franchement, ça va être du très très haut niveau, je trouve. Alors, l'Autriche, c'est top. C'est même super top. La Turquie, ça ouvre tellement le jeu. Et il y a beaucoup de joueurs pépites kiffants. Kenan Yıldız Dagouler, mais aussi mon joueur à suivre, Kadioglu. Hyper intéressant. Hakan est suspendu. Ça, c'est dommage. Mais franchement, super rencontre. Un potentiel un peu explosif de ce match, parce que en checkant les stats, je suis tombé sur ça. Faute par match, l'Autriche est numéro 1. C'est vrai, on l'a vu dans notre rencontre, on l'a vu à nos dépens, que c'était... oui, il y a de l'activité, oui, il y a le pressing, il y a aller chercher l'adversaire à la gorge, et c'est avec cette approche Ralf Rangnick que l'Autriche se montre dominatrice dans ces matchs, mais ça vient aussi avec beaucoup de contacts physiques. Et carton jaune, la Turquie numéro 1. L'Autriche numéro 2. Mais 16 jaunes pour la Turquie en 3 matchs. Et personne n'a fait plus de fautes par match que l'Autriche. Ça peut être un peu engagé. Il peut y avoir un peu de venin dans ce match. C'est une rencontre qui est à Leipzig. Donc c'est presque à domicile pour cette Autriche de Ralf Rangnick, format Red Bull. Mais aussi on sait que la Turquie, je crois, il n'y a pas eu plus de supporters turcs. Enfin, les Turcs ont envoyé le plus de supporters de toutes les nations présentes à l'Euro. J'ai vu cette stat passer sur Twitter. Que toute autre nation, même que l'Allemagne, avec 130 000 répartis sur les 3 matchs. Bien sûr, à chaque fois que la Turquie joue, avec la grande diaspora turque en Allemagne, c'est un énorme truc. Donc ça va être un super match. Le truc, c'est qu'il y a eu un Autriche-Turquie il n'y a pas longtemps. C'était un match amical de mars, il me semble. Hein. Et l'Autriche, mars ou peut-être... non, peut-être début de saison. Peut-être octobre. En tout cas, l'Autriche l'avait emporté 6-1. Et cette Turquie est capable de beaucoup de belles choses. L'Autriche me semble un peu plus aboutie collectivement. Sabitzer est en train de faire un top tournoi. Baumgartner, c'est génial. J'ai du mal à voir autre chose que l'Autriche, mais ça peut partir dans tous les sens. C'est relativement équilibré. L'Autriche est là à 1,86 pour la victoire. C'est effectivement ce que je choisis. Et par contre, je pense que ça peut partir dans tous les sens, faire un match fou. J'avais pronostiqué 3-2 dans Autriche-Pays-Bas, mais pour les Pays-Bas. J'avais dit, ouais, mon 3-2, il va enfin passer. Bon, il n'est pas vraiment passé, parce que c'était dans l'autre sens. Mais là, je vais dire 3-2, à nouveau. 3-2 pour l'Autriche, côté à 24. Match de fou. Un petit peu comme le Turquie-Géorgie, un peu comme le Autriche-Pays-Bas. Toutes ces rencontres-là, ouais, il y a cette saveur dans ce match. Donc, mais pour la Turquie, peut-être que sans Çalhanoğlu, ça va être compliqué. Voilà donc, vous avez mes pronos. Si on fait le combiné de tout ça, donc Suisse, Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Portugal, Pays-Bas et Autriche, bah j'ai fait aucune surprise à part la Suisse. Mais attendez, du coup je vais supprimer tous ces my match. Et donc, le combiné de tout ça, où il y a finalement la surprise suisse, mais sinon c'est un peu ce que les bookmakers voient, ça fait une cote totale à 67,32. Donc c'est pas pour vous inciter à miser sur ce combiné, je dirais au contraire, choisissez plutôt vos intuitions, et en vrai je vais dire faites pas de combiné de 8 matchs, parce que c'est tellement improbable, mais c'est juste pour montrer à quel point il va y avoir des surprises. Enfin, sinon ça donne une cote à quasiment 60. Si on fait Italie à la place, genre aucune surprise dans ces huitièmes de finale, c'est une cote totale à 50, 48-51. Donc c'est le foot. Il va y avoir des... Après, c'est vrai que c'est sur les victoires en 90 minutes. Il pourrait y avoir des prolongations. Mais bref, il va forcément y avoir dans ces 8 matchs quelque chose qui nous choque. Et s'il n'y a rien qui nous choque, ça donne des quarts de finale de malade mental. Donc, l'Euro est définitivement lancé. Les gars, on va kiffer à mort. Ça va être génial. Et le dernier truc que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est donc la petite surprise. On fait notre 11 de la phase de groupe. Quand même, on ne pouvait pas boucler cette phase de groupe et lancer ces huitièmes de finale sans s'arrêter brièvement. On fera aussi sans doute une vidéo à part entière, 11 du tournoi. Mais le 11 de la phase de groupe, ouais, j'ai envie de le faire. C'est parti. Le gardien, j'ai hésité avec pas mal de monde. Koen Castells est sans doute mon troisième, Donnarumma mon deuxième.
un ou deux autres qu'on aurait pu citer. Mais on a montré les chiffres, on en parle depuis le début. Mamardashvili, impossible de passer à côté, il est énorme. Et sans lui, la Géorgie est pas en 8ème et peut-être même pas proche de l'être. On a montré les chiffres avancés. Incroyable tournoi qu'il est en train de faire, 21 arrêts, le deuxième à 13, 8 XG concédé par la Géorgie, seulement 4 buts. Mamardashvili, immense. La ligne de 4, c'est pas hyper facile. Le latéral gauche, à la fin, j'ai hésité avec Kedjoglou, mais j'ai pris Marco Correa. Il n'y a que 2 matchs, mais sur les 2, il a été très très solide. Défensivement, il est aussi un peu la caution de l'Espagne en transition défensive. Quand il y a à chaque fois, ça écarte sur la largeur, protège super bien avec son jeu aérien. Et ouais, j'ai trouvé vraiment que Cucurella est en train de faire un top tournoi. Donc je le mets clairement dans mon 11. Je me rends compte que j'ai pas choisi la bonne couleur, mais on va changer ça tout de suite. Hop, voilà, il est en rouge, plutôt ce rouge-là. Cucurella à gauche. Ma paire de défenseurs centraux, une mention honorable pour Jakab Biol. Et on aurait pu parler de 2-3 autres gars aussi, mais j'ai mis Pep, qui a 41 ans, je trouve. C'est celui qui s'impose le plus. Il a été top à chaque fois qu'il a joué. Et je mettrai Calafiori aussi. Malheureusement suspendu pour le dernier match, mais une des révélations de cet Euro. Passeur décisif, sans lui, l'Italie n'est pas qualifiée pour les 8e de finale. Sans sa percée magique au milieu contre la Croatie, dernière seconde. Donc ouais, Calafiori, Pep, ça me semble pas mal. Petite mention quand même pour Jakab Biol. Et à droite, beaucoup de monde. Franchement, Carvajal aurait mérité. Mers Muldour aussi. J'ai choisi Kimmich parce qu'il a joué les 3 matchs. Je trouve qu'il a été bon dans les 3 matchs. Je trouve que l'animation offensive de l'Allemagne, même si elle passe beaucoup par Musiala, Gundo à l'intérieur du jeu, Kroos, bien sûr, on a montré son nombre de passes progressives. Kimmich a été très solide et très bon, donc je mettrai Kimmich. Ça, c'est pour ma ligne de 4. Le trident au milieu, c'est pas facile. J'ai pas mis Kanté. Et c'est peut-être le choix le plus difficile. Je reste sur ce dernier match qui n'est pas réussi. Maintenant, sur les 2 premiers, 2 fois élu homme du match, franchement, si on est aussi solide défensivement, c'est grâce à Kanté. Ça m'a fait mal de ne pas mettre Kanté. Mais je ne l'aurais pas mis en tant que 6 de toute manière. Je l'aurais mis en tant que 8. Et en tant que 6, j'ai mis Lobotka, qui lui aussi, je crois, a pris 2 fois le trophée d'homme du match. Si la Slovaquie est là où elle est, c'est parce que Lobotka, c'est l'âme de cette équipe. C'est le leader technique de cette équipe. Il est vraiment en train de faire un top tournoi. Et j'ai envie de récompenser aussi la petite équipe. Peut-être Kanté j'espère dans l'équipe du tournoi à la fin, ce serait beau. Mais donc j'ai mis Lobotka en 6. Et devant, en fait, il y en a 2 qui sont impossibles à mettre pour moi. À ne pas mettre pour moi, c'est Fabien Ruiz, bien sûr, qui a été monumental sur les 2 premières rencontres. Et Marcel Sabitzer, qui est un des meilleurs, voire quasiment le meilleur joueur du tournoi, parce que lui a joué les 3 matchs, a été très très bon dans les 3 matchs. Cette Autriche, qui est une équipe sensation, c'est en grande partie grâce à l'acharnement, la pression, le travail défensif, mais aussi ensuite qualité dans le dernier tiers. Marcel Sabitzer, dans la lancée de sa saison à Dortmund, est en train de faire un très très beau tournoi. Donc, Lobotka, Ruiz, Sabitzer, je trouve que c'est pas mal. Et après, sur les ailes, Nico Williams, 2 matchs seulement, mais quels 2 matchs contre l'Italie. Giovanni Di Lorenzo est encore en train d'en faire des cauchemars. Il a été absolument génial. Donc ouais, Nico Williams à gauche. Et en pointe, Nico Tadze, le meilleur buteur pour l'instant. Ouais, ok, il y a 2 pénaltys, mais il y a aussi une passe décisive qu'il a donnée. Et juste si la Géorgie est capable de faire aussi mal en transition, même de tenir un peu le ballon par moment, enfin je le trouve tellement complet, et tellement bon. Alors plus dans un système à 2, c'est vrai, mais Nico Tadze, là franchement, si on ne le met pas dans un 11 des phases de groupe, surtout qu'il y a des chances qu'on lui dise au revoir c'est dimanche soir. Donc on va le mettre là maintenant. Ça fait 2 Géorgiens, et un petit peu comme on disait dans le premier épisode de retour, qui avait lancé notre série. D'ailleurs tous les épisodes de retour sont de retour en ligne, je sais pas si vous avez vu. Le strike a été levé, youpi. Donc voilà. Mais dans cet épisode, on parlait de Miko Tadze, Mamardashvili et Kfara en disant des top joueurs dans chaque surface, c'est pas mal. C'est un peu l'inverse d'autres équipes et ça peut te permettre de faire un petit quelque chose dans cet Euro. Pour le coup, Miko Tadze, Mamardashvili, les 2 se confirment, les 2 dans ma phase Euro. Après, c'est aussi moi qui décide, donc peut-être je biaise un peu comme ça. Mais voilà, et à droite, il y avait beaucoup de choix. Et d'ailleurs, à gauche, j'ai mis Nico Williams, mais j'aurais pu parler de Cody Gakpo, qui fait une bonne phase de groupe. Lucas Araslin aussi, le Slovaque. Et à droite, j'ai pas mis Lamine Yamal à la fin, parce que je voulais pas mettre trop d'Espagnols non plus. On en a déjà 3. Et
si tu dois choisir un ailier de cette phase de groupe, c'est plus Nico Williams que Yamal, mais franchement, Yamal aurait mérité. Et il y avait Schranz aussi, que j'aurais pu mettre. Aussi, j'ai pas dit sur les 8, j'ai pas mis Gundo et Kochorashvili. Je pense que j'aurais pu, après on va pas mettre 3 Géorgiens non plus. Kanté est sans doute celui qui peut s'estimer le plus lésé de pas être dans ce trident. Mais à droite, donc, j'ai mis Jamal Musiala, juste parce qu'il a été quand même beaucoup d'impact. Sans doute l'Allemand avec le plus d'impact. Ça se discute, ouais, comme j'ai dit, Gundo, Kroos, peut-être, tu full Kroos en vrai. Mais ouais, voilà pour mon 11. J'y attache pas une importance énorme. Je suis sûr que vous allez me dire dans les commentaires un nom et je serai là genre, ah ouais, j'avoue, c'est mieux. Mais là, comme ça, c'est ce à quoi j'ai pensé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura donc tenu en one shot. J'espère que c'était pas trop horrible à écouter. Et merci d'avoir été là. Je vais pouvoir passer une soirée sans faire du montage jusqu'à 23h. Franchement, ça fait kiffer. Et comme ça, on va être en forme pour les matchs de demain. On rentre dans le vrai. Ça va être énorme. Prenez soin de vous les potes. Passez un excellent week-end. Et on se dit à demain. Bisous.